Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà. Alors, elle est enregistrée pour une rediffusion sur la chaîne YouTube. Voilà, c'est nouveau. J'avais plein de choses que je faisais qui n'étaient pas enregistrées. Et donc maintenant, j'enregistre tout et je le mets sur la chaîne YouTube si vous voulez la revoir. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de contenu et des fois, c'est bien de la revoir 2, 3 fois pour voir toutes les choses qui ont été dites. Et si après vous avez des questions, ben, il n'y a pas de souci, vous pouvez reposer des questions a posteriori, il n'y a pas de souci. Alors, ça vous permettra d'écouter le replay. Vous voyez, tout est déjà prêt. Le plus long, c'est d'enregistrer, de mettre ça sur YouTube. Enfin, il y en a pour 2 bonnes heures, on va dire. Alors le cadre que j'ai l'habitude de mettre et qui est important aujourd'hui, parce que tout est bon, il n'y a rien qui est acheté. Donc ce cadre-là, c'est vraiment le cadre que j'utilise systématiquement. Et c'est vraiment le cadre que j'utilise pour toutes mes facilitations en assurance collective, donc pour créer des équipes collaboratives. Donc le cadre en lui-même, ben, c'est important. Laisser tous les jugements présupposés, préjugés, c'est aussi important. On va en parler dans ce webinaire. L'écoute. Alors l'écoute, c'est hyper important. C'est l'écoute des autres, mais l'écoute de soi, parce qu'on va utiliser notamment pas mal de choses. Le respect, donc le respect de l'autre, le respect de soi d'abord, et aussi le respect du temps. Voilà. Donc quand c'est en couleur, on va dire dorée, ben c'est important pour ce webinaire-là notamment. C'est important tout, mais en plus important pour ce webinaire. Après, il y a la liberté de pouvoir s'exprimer, hein, poser vos questions. Avoir un état d'esprit positif, alors là aussi c'est hyper important. L'état d'esprit, on va en parler beaucoup. L'accueil, on va aussi en parler, l'accueil. Donc il y a pratiquement tout. Le tutoiement, alors là, il est en noir parce que ça, c'est pas forcément important dans les équipes collaboratives. Mais bon, c'est pour dire que moi, j'ai tendance à tutoyer facilement. Donc si ça vous gêne, dites-le moi, que je vous vois lors des questions de chat et que je vous fasse des réponses sur le bon niveau. Et l'authenticité, et là, c'est aussi quelque chose de très important. Donc, en fin de compte, dans ce cadre-là, bah, tout est important pour créer des équipes collaboratives. Et on va voir ça en détail et pourquoi c'est important. Alors, vous pouvez, je l'ai déjà dit, poser vos questions soit par chat ou soit en prenant directement le micro. Voilà. Alors, sur une échelle de 1 à 10, voilà une petite question. À combien estimez-vous votre niveau de collaboration dans votre équipe ou dans votre organisation? Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous. Et peut-être après le webinaire, ça sera peut-être de se dire, bah tiens, j'avais mis, je sais pas, 5, c'est plutôt 3 ou c'est plutôt 7. Voilà, c'est juste pour une petite question là, pour s'échauffer, pour un petit peu mesurer. C'est bien de temps en temps de mesurer, même si ça reste subjectif. C'est bien un moment de mesurer pour dire, bah tiens, demain, bah, c'est mieux ou c'est moins bien. C'est bien de positionner le curseur pour pouvoir après voir ce qu'on peut faire de mieux pour aller, si on le souhaite, vers quelque chose de supérieur. Alors, la collaboration, c'est une mode, une nécessité. Alors, j'ai repris un tableau qui n'est pas nouveau, mais qui montre bien aujourd'hui le changement qui est important à faire, et surtout après la crise qu'on vient de passer. Alors, une première colonne où il y a les modèles managériaux, en fin de compte, il y a toutes les désignations des lignes. Et dans le premier bonjour à ceux qui arrivent, vous pouvez poser vos questions dans le chat pour ceux qui le désirent, ou soit prendre le micro si vous en avez directement la possibilité. Alors, la collaboration mode ou nécessité. Alors tout d'abord, le management terrorisme, c'était le baby boomer. Je suis fin baby boomer, hein, je suis né en 61. Voilà, et nous, on choisissait la sécurité de l'emploi, l'accessibilité des produits. On est bien la hiérarchie à l'époque. Le rôle du manager, c'était un mécanicien, voilà, c'est ce qu'on disait. C'était un management un peu directif,
et on était plutôt sur du face-à-face, téléphone, email. Alors peut-être pas l'email parce que ça n'existait pas à l'époque, mais aujourd'hui, voilà, c'est le genre de choses qu'on aimait. Et la considération des collaborateurs, ça se faisait par des outils. Après est venu, je vais le faire rapidement, le management 2.0, on appelle ça le lean management. C'est la génération X, c'est les gens qui sont de 61 à 80 à peu près, hein, parce qu'en fonction, les gens disent 85, enfin, c'est pour vous donner une idée. Il y avait l'équilibre vie privée, vie professionnelle, important, et c'était plutôt un management dit participatif. On demandait, mais on gardait la décision. Donc on faisait participer les gens, mais on gardait la décision. Voilà. Et les préférences de communication, c'était plutôt sur les SMS, email, un petit peu moins de téléphone. Voilà. Là, on arrive dans le management dit 3.0, le management dit agile. Et il y a une chose qui est importante, vous voyez, c'est la génération Y. Donc les gens de 95, donc les gens de 95 aujourd'hui, ils ont, que je vous dise pas de bêtises, à peu près 25 ans, entre 25 et 35 ans. Donc c'est les managers, les jeunes managers d'aujourd'hui, ils sont là-dedans. Et ce qu'ils veulent, c'est du management collaboratif. Donc répondre, est-ce que la collaboration, c'est le mode d'une nécessité? Non, c'est une nécessité parce que c'est les valeurs des générations X. Voilà. Donc c'est pas par hasard. Et c'est aujourd'hui, c'est plus participer, c'est collaborer. C'est-à-dire que c'est pas uniquement leur demander ce qu'ils pensent, mais c'est même vraiment de les faire, les inclure vraiment dans tous les processus, même dans les processus de décision. Voilà, ça c'est important. Et pour la génération qui arrive, on va dire la génération Z, enfin c'est la génération qui est déjà là, c'est un management plus dit éclairé ou un management de la conscience et qui va s'accentuer avec la génération alpha. La génération alpha, c'est des jeunes qui ont une quinzaine d'années aujourd'hui, donc qui ne sont pas encore dans les entreprises, mais qui vont vite arriver. Et là, ça va être avoir encore un changement important. Donc, vous voyez, je vous parle du management collaboratif, mais il faudrait déjà penser au management vraiment de demain. Mais déjà, le management collaboratif, avec quelques petites choses en plus, on peut arriver à un management plus conscient, avec du leadership collaboratif. Voilà, le management collaboratif mis avec du leadership collaboratif va amener ce leadership conscient. Voilà. Alors, si vous avez, alors il y a peut-être une question. Ah, il y a une question qui arrive. Je regarde. Management éclairé, c'est le management de la conscience, c'est-à-dire tout ce que je fais, quel est l'impact que ça va avoir aujourd'hui sur les générations futures. C'est pas juste faire des choses pour faire des choses, mais de dire ah attendez, je fais un truc là, mais quel est l'impact que ça va avoir, notamment sur la planète, sur les gens, sur les animaux, voilà, sur l'environnement. Est-ce que je vais plus détruire comme il y a eu dans l'ère industrielle où on a fait notamment de l'agriculture qui a appauvri les sols, qui ont détruit peut-être des espèces, voilà. Donc aujourd'hui, en disant ok, ça peut-être de la rentabilité, mais à long terme, on va avoir un appauvrissement des ressources. Donc c'est ça, c'est de se dire ce que je fais, quel est l'impact sur demain. Je sais qu'aujourd'hui, notamment en Inde, il y a pas mal de mouvements où ils disent il faut qu'on nettoie la planète, il faut qu'on la rende plus propre qu'on l'a eue. Voilà, c'est un petit peu aussi dans des esprits quand on est dans le bâtiment en disant ce soir le chantier, il faut qu'il soit plus propre que quand nous sommes arrivés le matin. Donc voilà, c'est ça le management éclairé, hein. C'est un petit peu une métaphore que j'utilise, c'est dire ben voilà, il va falloir qu'on améliore et plutôt qu'on détruise. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question d'Alice. Alors, les conséquences d'une non-collaboration. Alors, quelques-uns hein, que j'ai glané, on va dire. Ben, quand il n'y a pas de collaboration, moi j'ai observé qu'il y avait une démotivation, une baisse de la productivité. Voilà. Il y avait une mauvaise ambiance de travail. Parce que quand on ne collabore pas, on va voir qu'est-ce que ça va voir tout à l'heure au niveau des facteurs de réussite.
qu'il y a une mauvaise utilisation des ressources. Ben oui, quand on collabore pas, ben on se prive des ressources, on se prive de synergie, on se prive de choses qu'on a sous la main, et donc parce qu'on n'arrive pas à collaborer. J'ai observé aussi qu'il y a une mauvaise communication. Collaboration, on verra que ça rime avec communication. Quand on collabore pas, souvent on garde les choses pour soi, et donc il y a une mauvaise communication. Et il y a souvent beaucoup de contrôle. Quand il n'y a pas de collaboration, il y a des processus de contrôle. C'est parce que peut-être qu'il y a des processus de contrôle qu'il n'y a pas de collaboration. Euh, je- enfin, c'est plutôt ça. Et quand il y a du contrôle, il y a de la méfiance. Voilà. Quand il y a du contrôle, on se méfie, on se dit pourquoi on nous contrôle. Voilà. Et souvent, le contrôle est mis parce qu'il y a 3-4% des personnes qui essayent de squeezer le- les choses, et donc on focalise du contrôle pour 3-4%. Voilà, et c'est vrai que dans les entreprises dites libérées, on va se focaliser sur les 96% des gens qui font bien leur boulot plutôt que sur les 4% qui squeezent. Et en faisant ça, ben, les gens qui ils essayent de squeezer, ils partent parce qu'en fin de compte, ils n'arrivent plus à utiliser le système. Quels sont les bénéfices de la collaboration? Le travail et cohésion d'équipe, voilà, ça c'est, je pense. Le soutien entre les membres. Alors ça, c'est quelque chose qui est peu utilisé. Et aujourd'hui, c'est, je veux dire, le facteur de réussite dans mes groupes de mastermind. Donc, quand je fais des groupes de mastermind, si je veux qu'il y ait beaucoup de collaboration, le soutien est un des grands facteurs. Et je ne sais même pas si j'ai mis dans le reste. Le soutien, l'attention portée aux autres. J'ai lu encore un article il y a très très longtemps d'un chercheur aux États-Unis qui s'est aperçu que pour pouvoir garder la motivation à long terme, c'est juste s'intéresser aux gens. C'est même pas de leur donner de l'argent, puisque quand on leur donne une prime, la motivation, ça dure on va dire, 3 mois, les 100 jours, on va dire. Voilà. Donc, quand on donne du matériel, je sais pas, un nouveau siège, un nouveau bureau, une prime et tout ça, cette motivation dure environ une centaine de jours. Si on veut garder une motivation très très longtemps, juste porter l'attention aux gens. Voilà. Donc, ça augmente la durée. Et il n'y a pas mieux aujourd'hui que d'augmenter la motivation des gens juste en portant attention à eux. Donc, et le soutenir. Il y a le partage des informations. Souvent, les gens gardent l'information. Ça, c'est encore des reliquats des anciens systèmes. Je garde l'information, comme ça, j'aurai le pouvoir. Voilà. Aujourd'hui, l'information, on peut l'avoir quoi qu'il arrive. Donc, et plus on partage des informations, plus on aller vite, plus on gagne du temps, etc., etc. On travaille dans un climat serein. Quand on est dans la collaboration, on va voir pourquoi. Et surtout, on va apporter de l'autonomie aux collaborateurs, puisqu'on va notamment enlever des phases de contrôle. Et le manager va moins travailler, enfin va moins faire les choses barbantes, plus faire son rôle de soutien d'équipe plutôt que porter des projets. Et donc, grâce à l'autonomie de ses collaborateurs, il va pouvoir enfin avoir moins de charges de travail. Et donc ça, c'est important. Donc la collaboration a beaucoup d'avantages, mais j'en ai cité quelques-uns, mais on va en avoir d'autres dans dans le reste du webinaire. Alors, quels sont les facteurs de réussite? Alors, j'ai repris pour commencer ce webinaire et je vais le développer et je vais mettre par rapport à tout ce qui a été dit avec Julia Rosowski, qui était la chargée d'une étude chez Google en 2015 qui a duré 2 ans, qui a coûté 2 millions de dollars. Je vais commencer déjà par sa conclusion. Le qui dans une équipe compte moins que la façon dont les membres de l'équipe interagissent. Voilà, donc ça, il y a déjà une notion très importante. Hein, donc, comment l'équipe interagisse, la structure de leur travail, voire même leur contribution. Voilà ce qui est un peu magique. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'interaction est plus puissante que les personnes qui constituent l'équipe.
C'est pas parce que vous mettez 10 experts dans une équipe qu'ils arrivent à faire du résultat. Il faut mieux avoir 10 personnes qui sont moins compétentes sur le papier, mais qui arrivent à mieux interagir que 10 experts qui n'arrivent pas à se parler. On le voit très bien dans le sport, notamment dans le foot. Il suffit souvent, il y a des équipes qui ont les meilleurs joueurs, mais ils n'arrivent pas à se passer le ballon et n'arrivent pas à passer en quart de finale ou en demi-finale ou à gagner la coupe pendant des années. Et ben c'est un peu ça. Le plus important, c'est l'interaction dans les équipes. Et la première, le premier facteur de réussite de Google, et je vais le reprendre tout à l'heure, je vais plus le développer, c'est la sécurité psychologique. Dans la collaboration, s'il n'y a pas de sécurité psychologique, déjà on vrille le processus. Et à partir de là, on n'aura pas de la collaboration. On aura de la participation, on aura quelque chose, mais on n'aura pas de toute façon de la collaboration. Et la sécurité psychologique, c'est les membres de l'équipe se sentent en sécurité entre eux et prennent des risques ou se mettent en situation de vulnérabilité vis-à-vis des autres. Voilà, ça c'est la définition qui a été reprise par Harvard. La deuxième chose, c'est la fiabilité. L'équipe fait des choses dans le temps et aide l'entreprise à atteindre l'excellence. Donc c'est la fiabilité. Je vais le reprendre aussi tout à l'heure. La structure et la clarté, c'est les membres de l'équipe ont des rôles et des projets et des buts clairs et bien définis. La quatrième, c'est le sens. Alors, le sens, on pourrait en parler beaucoup, c'est les risques psychosociaux. Le facteur de réussite des risques psychosociaux, c'est la perte de sens. Donc, pour anticiper les risques psychosociaux, c'est de développer la qualité de vie au travail. Et donc, pour ça, le sens, c'est le pivot, le point clé. J'ai fait une étude sur les risques psychosociaux et sur la qualité de vie au travail. Et en développant la collaboration au sein des équipes, on développe la qualité de vie au travail, donc on anticipe les risques psychosociaux. Donc c'est un avantage énorme au niveau financier, au niveau de plein de choses. C'est vraiment très important. Et pour moi, le sens, dès qu'il y a une perte de sens, et c'est très très vite apporté, il n'y a plus de collaboration. Donc le sens, le travail a de l'importance individuellement pour que chacun des membres de l'équipe. Voilà, le sens. Pourquoi je fais ça? Et après l'impact, donc on en revient au niveau de la conscience, l'impact. Les membres de l'équipe savent que leur travail est important et ils créent du changement. Donc ils savent, ils sont conscients de ce qu'ils font et donc c'est relié au sens aussi tout ça. Alors, concrètement, comment faire? Alors ça, c'est une grille que j'ai élaborée tout doucement et que je ne cesse d'améliorer. Et comment justement faire pour faire une équipe collaborative et surtout pourquoi? C'est quoi le but final? Et souvent, le but final, vous allez voir qu'en fin de compte, c'est le but prioritaire, alors qu'on s'y prend par le mauvais côté de la lorgnette. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, quand j'arrive dans une équipe, pour un des facteurs de réussite, c'est avoir un état d'esprit, ce qu'on appelle le fameux mindset. Alors ça, c'est quelque chose qui est très 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 peu utilisé, voire même absent, c'est de parler de l'état d'esprit. Alors pourquoi? Peut-être parce que c'est immatériel et c'est pas concret. Et donc là, c'est pas pris aussi dans les écoles de management et on n'en voit pas forcément l'utilité. Et puis ça paraît flou, ça paraît voilà. Et là, je peux vous dire que là déjà, ça fait une grande différence. L'état d'esprit, c'est la base de tout. En plus, hier, j'étais encore dans un webinaire où je certifiais quelqu'un en groupe de mastermind et il y a un de ses participants qui disait l'état d'esprit, c'est la base de tout dans tout ce qu'on fait, dans tous les métiers. Ouais. Parce que si on n'est pas en ce qu'on appelle, nous, en état coach, on va avoir des états de crash ou des états de stress. Et à partir de là, on ne va pas développer de la collaboration, on va amener de la dégénérativité plutôt que la générativité. Donc c'est pour ça que l'état d'esprit est la base de tout. Si vous avez des équipes qui ne sont pas dans un bon état d'esprit, pardon, toutes les actions, elles vont pas avoir le même résultat que s'ils l'abordaient avec un bon état d'esprit. Si on a un bon état d'esprit, on va tout faire pour que ça marche.
quand on a un mauvais état d'esprit, on va tout faire pour que ça marche pas. Un bon état d'esprit augmente de toute façon de 30% la productivité. Napoléon Hill, en 1920, l'avait déjà observé comme un facteur de réussite dans les groupes de mastermind. Groupe de mastermind, c'est une équipe qui collabore. En ayant un état d'esprit positif, on va pouvoir amener de la sécurité psychologique. Le premier facteur au niveau de Google. Donc, vous voyez, moi, je mets déjà quelque chose avant, c'est l'état d'esprit dans lequel on a. Parce que l'état d'esprit va avoir un impact sur les actions que vous faites. S'il n'y a pas de sécurité psychologique, on va créer de l'insécurité psychologique. Voilà, ça paraît tout bête. Donc, je vous mets d'un côté, alors de ce côté-là, parce que l'image est inversée, de ce côté, non, de ce côté, oui, là c'est les facteurs de réussite et de l'autre côté, les facteurs de non-réussite. C'est bien d'avoir, je vais toujours les polarités opposées. En mettant de la sécurité psychologique, on va créer un climat de confiance, l'ambiance de travail. Donc, pour créer, si vous avez cette problématique-là de créer un bon état, une bonne ambiance de travail, il va falloir travailler l'état d'esprit pour amener de la sécurité psychologique pour créer de la confiance et une bonne ambiance. Parce qu'au sens ça, vous aurez de la méfiance. Donc, s'il y a de la méfiance, il n'y aura pas un bon climat de travail. Un jour, je suis rentré dans une entreprise, j'avais jamais vu, je suis rentré, j'ai ouvert la porte, j'ai fait. Je dis, oh là, on rigole pas tous les jours ici. Je le sentais qu'il n'y avait pas une bonne ambiance. Je le sentais. Voilà, ça se sent tout de suite. On perçoit, le corps perçoit pas mal de choses. À partir de là, quand vous allez créer un climat de confiance, vous allez pouvoir développer une communication authentique parce que notamment, vous avez développé la sécurité psychologique. Si vous n'avez pas mis la sécurité psychologique, vous allez mettre de la méfiance et donc les gens ils vont pas être authentiques. Ils vont se dire qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce qu'il y a si je dis ça, je vais peut-être avoir mes vacances qui vont être supprimées, ma prime qui va pas être donnée ou mon augmentation, mon évolution professionnelle qui va pas être mise. Donc je vais lui dire ce qu'il a envie d'entendre, mais je vais surtout pas dire ce qui va pas. Et donc ça, c'est hyper important. L'authenticité est le facteur clé de l'intelligence collective, donc de la collaboration. Donc pour amener cette authenticité, vous voyez tout le travail qu'il y a déjà à faire. Mettre un bon état d'esprit, mettre la sécurité psychologique, notamment un cadre. La sécurité psychologique, c'est notamment co-créer un cadre. Ça va permettre de mettre de la confiance, une bonne ambiance, et ça permet de pouvoir avoir de la communication. Quand on dit ouais, ça communique pas, ben, regardez les niveaux en dessous. S'il n'y a pas de communication, c'est que les choses, les marches qu'il y a eu avant n'ont pas été mises. Car s'il n'y a pas de communication authentique, il y a des non-dits. Et donc les non-dits, on sait que c'est piégeant et que de toute façon, à un moment donné, on va avoir l'effet boomerang, comme je dis, le retour du bâton. À partir de là, on va pouvoir définir un sens, aligner. Voilà, aligner les personnes, aligner une équipe, aligner une organisation, donner du sens. Et là, on en revient aux risques psychosociaux, où c'était le troisième ou quatrième facteur chez Google, donner du sens. Et on va voir que pour créer la collaboration, il y a 1000 manières de donner du sens. On peut donner du sens à long terme, à moyen terme et à court terme. Et que ça soit aligné, c'est-à-dire que tout ce que l'on fait, c'est en cohérence, que toutes les personnes qui travaillent, c'est aligné avec le projet d'entreprise et travaillent comme un orchestre. Voilà, chacun a un instrument qui est différent, mais le résultat, c'est une belle symphonie. C'est l'alignement, voilà, cohérence. Après, on met les mots qu'on veut. Nous, on parle d'alignement ou de cohérence, d'équilibre. S'il n'y a pas ça, souvent, il y a du non-sens. Et c'est vrai que dans les entreprises libérées, ils cherchent à donner du sens. Ils ont une obligation, les gens qui travaillent dans les entreprises libérées, s'ils ne savent pas l'utilité de leur travail, ils ont le droit de ne pas faire leur travail. Il faut qu'on leur explique l'utilité, le sens du travail. Il ne faut pas qu'on fasse quelque chose qui ne sert à rien. Et un jour, dans une entreprise, il y avait un processus de qualité dans une entreprise pharmaceutique où il y a quelqu'un qui dit, mais attendez, ce contrôle-là, il n'a plus de sens. Il faut l'arrêter.
Alors tout de suite, les gens, ils ont dit, mais non, c'est un contrôle qualité vis-à-vis de la fédération, de l'agence de sécurité du médicament, on ne peut pas retirer un contrôle. Il dit, si, mais ça n'a pas de sens, il faut le retirer. Donc ils ont regardé et tout ça, donc lui, il se refusait de faire ce contrôle-là. Et après, justement, études, ils se sont aperçus que ce contrôle n'avait plus de sens, parce qu'il y avait des contrôles qui étaient mis en avant ou en aval, et que ce contrôle-là pouvait risquer même de faire des problèmes. Donc ils l'ont arrêté. Et quand ils ont le contrôle de l'agence du médicament, eh ben, ils ont dit, ben, vous êtes vraiment dans une démarche qualité, c'est un contrôle qui avait plus de sens et vous avez bien fait de l'arrêter. Ça a permis de gagner beaucoup de temps et d'argent, justement, pour l'entreprise. Et la personne, elle se disait, mais je fais ce contrôle-là. Et quelques années avant, on aurait dit, cherche pas à comprendre, si c'est là, c'est qu'il y a une raison, donc fais-le. Voilà. Après, c'est vraiment de prendre conscience de ce que l'on fait, ce qu'on sait, pourquoi on le fait, et de vraiment prendre conscience. Et là, c'est par rapport à la question de tout à l'heure, cette question au niveau de la conscience ou du management éclairé, c'est ça. C'est dire, voilà, je, je prends conscience des choses, voilà, je sais l'impact de tout mon travail. C'est ça qui est important. Et donc, on va pouvoir amener le changement. Parce qu'à partir de là, on sait pourquoi on le fait. Et s'il y a des changements à faire, OK, on le fait, mais on sait pourquoi on le fait. Parce que si on ne fait pas ça, qu'on n'est pas dans cette prise de conscience, on sera dans l'inconscience. Et là, on sera de la résistance au changement. De toute façon, il y a de la méfiance là. Donc, quand on va vouloir faire du changement, on va dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et là, il va y avoir des résistances de changement. Donc, la résistance au changement, s'il y a des résistances de changement dans vos équipes, c'est parce qu'en dessous, ça ne marche pas. Après, il y aura aussi, je regarde aussi mon temps, ça va provoquer de la motivation. Donc, pour motiver les gens, vous voyez, il faut que toutes ces choses-là, l'état d'esprit, sécurité psychologique, la confiance, la communication, le sens, l'utilité, la prise de conscience, on arrive à motiver les gens. Voilà. Donc, quand peut-être on vous a dit en tant que manager, motive tes gars, et ben la motivation se passe autre part. Il va falloir faire plein de choses avant pour pouvoir motiver d'une façon durable. Hein, parce que motiver, c'est pas juste leur donner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être un nouveau bureau, un nouvel espace de travail, peut-être une augmentation. Ça va durer un temps, on va dire les 100 jours, les fameux 100 jours. Quand un chef d'État est élu, on parle des 100 jours, et ben, il y a aussi les 100 jours de la motivation, quand on donne des choses d'une manière extrinsèque du matériel. Voilà. Donc, les motivations qui durent longtemps, c'est vraiment les motivations c'est de la reconnaissance. Le facteur clé de la motivation, c'est la reconnaissance. J'ai encore fait une étude sur plus de 100 managers sur une banque. Et à chaque fois, la reconnaissance sur tous les groupes, j'ai eu 150 managers, j'ai eu 11 ou 12, non, 13 groupes, tous m'ont mis la reconnaissance systématique. Après, il y a eu des choses qui ont été mises 10 fois, 9 fois, mais la reconnaissance est partie partout. Donc, pour pouvoir motiver les gens, c'est leur donner des signes de reconnaissance. Et c'est rigolo, c'est de s'intéresser aux gens. On en revient là. Hein. Donc, pour pouvoir motiver à long terme une équipe, c'est la reconnaissance. Reconnaissance autre que financière. Hein, parce que si vous avez les moyens, tous les 100 jours, vous leur donnez une prime, ça peut marcher. Mais je ne sais pas si ça marchera éternellement, alors que la motivation, les signes de reconnaissance autres que financiers ou autres que matériels, ça peut durer très longtemps et ça coûte pas cher. Sur ça, de l'autre côté, on a de la démotivation et on a de la dégénérescence. On a vraiment même des gens qui sabotent le travail. Hein, on l'entend souvent, ils sabotent le travail. À partir de là, quand les gens sont motivés, ils peuvent s'engager. Donc les gens ils disent ouais mais ils s'engagent pas, ils sont pas autonomes, ils font pas d'action, ils sont un peu oui, ouais, mais on peut pas traiter l'engagement juste en donnant des objectifs. Hein, l'objectif il est là. Hein. Souvent on dit on va leur donner des objectifs. Ouais, mais si derrière, on leur explique pas pourquoi, s'ils n'ont pas le bon état d'esprit, si ça n'a pas de sens, s'ils en ont pas conscience, que s'ils sont pas motivés, vous pouvez leur donner des objectifs, et les objectifs, ils vont pas aller haut. Hein.
et ils vont tout faire pour montrer que de toute façon, les objectifs, ils n'étaient pas bons. Voilà. Donc, si on n'a pas ça, pardon, on va avoir du désengagement. La dernière étude Gallup montre qu'il n'y a que 6% des gens qui sont engagés dans les entreprises. 6%. Donc, si on veut remettre les gens dans l'engagement, eh ben, vous voyez ce qu'il faut faire avant. Et à partir de là, une fois qu'ils seront engagés, on va pouvoir développer la co-responsabilité. L'engagement est individuel, la responsabilité, on peut le mettre collective. Donc ça, c'est important. On peut pas mettre un engagement collectif. Voilà. Et l'engagement collectif, c'est la somme des engagements. Parce que si on fait un engagement collectif, moi je vais dire, ah ben non, mais c'est à lui de le faire. Donc à un moment donné, il faut ramener l'individualité. Le pendant du collaboration, c'est l'individualité. D'ailleurs, quand on veut commencer à monter une équipe, il faut commencer par l'individu. C'est paradoxal. Il ne faut pas commencer par travailler en équipe. Il faut travailler sur l'individu, prendre soin des interactions pour monter l'équipe. Mais si on monte tout de suite l'équipe, ça ne marche pas. Et notamment en termes d'engagement, parce que les engagements sont individuels. Si on n'a pas la corresponsabilisation, pardon, on va avoir de la déresponsabilisation. Ça paraît évident. Donc quand les gens disent ouais mais ils sont pas responsables, ils sont pas actifs ou proactifs, et ben ça vient de tout ça. Et le résultat de tout ça, une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir avoir alors la fiabilité. Alors je l'ai entouré la fiabilité parce que dans l'étude Google, elle était marquée. Et pour moi, la responsabilité, elle est là. Elle est au niveau de la responsabilisation et de l'engagement. Et pour moi, la fiabilité, si vous voulez que les gens sont fiables, c'est-à-dire partir en vacances et puis que ça tourne, ben, il faut que les gens soient engagés et qu'ils prennent leurs responsabilités. Voilà. Pour moi, la responsabilité, elle est très forte parce qu'elle a un pivot et elle a deux choses importantes. Donc après, on a un résultat dont le résultat est supérieur à la somme des parties. Donc là, on est vraiment dans la science collective ou dans la collaboration. Quand on est à droite, on va avoir quelque chose qui est supérieur à la somme des parties et on va pouvoir développer la collaboration, le 1 plus 1 supérieur à 3. Sinon, les gens, ils vont avoir un manque d'intérêt au résultat et là, la somme des parties sera inférieure à 2 et je suis gentil. Donc 1 plus 1 est inférieur à 2, mais souvent ça sera peut-être 1 ou 0,8 ou 0,5, mais ça ne sera jamais supérieur à 3. Il n'y a pas de secret. Quand on veut avoir vraiment des équipes qui collaborent, voilà, c'est ça. Alors, l'état d'esprit positif, l'outil, c'est de faire des processus type méditation. Nous, on a l'état coach. La sécurité psychologique, l'outil à mettre en place, c'est de co-créer un cadre. L'outil pour mettre de la confiance et de l'ambiance, c'est l'écoute, c'est de la communication, c'est ce qu'il y a au-dessus. Voilà. Et mettre une bonne ambiance de travail, c'est vraiment de co-créer le cadre et la sécurité psychologique. Pour avoir une communication authentique, c'est vraiment d'avoir des feedbacks et de développer des feedbacks, des feed-forward très importants. Le sens, l'utilité, alors là, c'est de l'alignement. L'outil, ça peut être, moi j'utilise la pyramide de 10, le cercle de réussite, c'est de mettre l'intention. J'ai vu encore hier un processus où l'intention n'était pas mise et j'ai vu que il n'y avait pas forcément l'utilité dans la réunion. Voilà. À partir de là, prise de conscience et de changement, c'est d'utiliser les types psychologiques justement parce que les prises de conscience sont complètement différentes et les motivations de chacun sont différentes. Au niveau de la motivation, c'est donner des signes de reconnaissance. Donc là aussi, c'est de s'intéresser aux gens, mais d'une manière très, 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 très authentique, très, très engagée. L'engagement, action, là les outils, bon bah ça c'est de faire des choses simples, que les gens s'engagent personnellement et de suivre les actions. Souvent, il y a des engagements qui sont pas suivis, les gens s'engagent, c'est des engagements qui sont pas écrits et il n'y a pas de suivi dans les actions. Donc ça c'est voilà, donc ça c'est plus technique on va dire, c'est un petit peu d'organisation. Les outils pour amener la co-responsabilisation, c'est notamment de fêter les succès.
Alors ça, c'est très important de fêter les succès. Je l'ai même pas mis, mais ça, c'était un des facteurs de réussite d'un bon leader, c'est de fêter les succès. C'est pas dire bah, c'est normal que y ait eu des succès, c'est de les fêter. Je pourrais vous raconter peut-être dans un autre webinaire Shackleton, Ernest Shackleton, celui qui avait réussi au bout de 18 mois à sortir tous ces hommes vivants de l'enfer blanc qui était l'Antarctique. Et un de ses facteurs de réussite, c'est qu'il fêtait tous les facteurs de réussite, n'importe quoi, alors qu'ils n'avaient pas à manger, qu'ils avaient froid, et il a réussi au bout de 18 mois à sortir tous ces gens indemnes, et c'était ça son but. Voilà. Et tout ça pour avoir des résultats. Donc, à chaque chose, il y a à chaque facteur de réussite, l'état d'esprit c'est un facteur de réussite, la sécurité psychologique c'est un facteur de réussite, donc à chaque facteur de réussite, c'est de le catalyser. C'est pas dire il faut faire ça, c'est comment, par quelles actions je peux catalyser mon facteur de réussite, parce qu'une fois qu'on l'a identifié c'est super, mais si on n'en fait rien c'est un petit peu dommage, de le catalyser à travers une action pour justement en bénéficier. Voilà, ça c'est important. Donc l'outil c'est catalyser le facteur de réussite. Première chose, on définit les facteurs de réussite d'une équipe qui collabore. Donc moi, j'ai utilisé, par exemple, l'étude de Google, mais j'ai utilisé mon expérience, j'ai utilisé plein de choses. J'en ai fait un modèle et aujourd'hui, ce modèle-là, je l'utilise donc par des outils, par des actions euh, dans dans mes équipes, que ce soit de management ou dans mes équipes, dans mes groupes de mastermind. Alors, en résumé, en un, quand j'ai une équipe, que ce soit un groupe de mastermind ou comme je fais là avec c'est un peu le programme que j'ai fait, ce n'est pas un peu, c'est le programme que j'ai fait dans la banque que je suis aujourd'hui. Première chose, je leur apprends à développer un mindset. Voilà, ça c'est important. Après, on met en place la sécurité psychologique je leur apprends à co-créer un cadre. Voilà. Il ne faut pas imposer un cadre, il faut le co-créer. Imposer, c'est de la participation et encore, ou c'est du management directif. Co-créer, c'est vraiment de la collaboration. Co-créer, collaboration. La troisième chose, c'est instaurer un climat de confiance. Hein, instaurer la confiance, un climat de confiance. Le 4, c'est vraiment de communiquer d'une manière authentique. C'est notamment chasser les non-dits, euh, avoir le droit à l'erreur, parce que souvent on ne veut pas avoir le droit à l'erreur, permettre aussi qu'on ne sait pas tout. Le leadership, un bon leader, une de ses pratiques, c'est dire je ne sais pas. Voilà. Un manager, souvent on pense qu'il sait tout, non. Un manager, justement, vu l'étendue du management, il ne peut pas tout savoir. Il y a tellement de facettes du management. C'est dire je ne sais pas, mais par contre, demain ou après-demain, je vais savoir. Mais on ne peut pas tout savoir. Donc c'est de se dire, c'est l'humilité. Donc ça c'est important, c'est dire je sais pas, donc toi tu peux ne pas savoir, on peut faire des erreurs. Ce qu'il y a une fois que l'erreur elle est identifiée, c'est dire comment on peut l'éviter la prochaine fois. Voilà. Mais au départ, quand on marche, on tombe, donc on fait une erreur. Quand on prend du vélo, la première chose qu'on fait quand on enlève les petits trous, on tombe, etc., etc. Donc l'erreur fait partie de l'apprentissage. Hein, ça fait partie de l'apprentissage. La cinquième, c'est aligner, donner du sens de la tâche. Et donc là, j'ai rajouté quelque chose, c'est poser l'intention. C'est important de poser l'intention pour focaliser l'attention. C'est quelque chose qui est très, très important. Souvent, dans les réunions, les gens ne sont pas concentrés. Et pour les pouvoirs qui se concentrent, il va falloir qu'ils se centrent grâce au mindset. Et parce qu'ils sont centrés, et qu'on va leur poser une intention, ils vont être concentrés. Je me suis toujours demandé, mais pourquoi il faut être présent, l'état de présence, le style de la méditation. Parce qu'en étant présent, c'est uniquement dans la présence, grâce à ce mindset, qu'on peut penser, réfléchir, ressentir, percevoir nos intuitions et se concentrer.
C'est parce qu'on est présent, qu'on est centré, qu'on peut être concentré. Si on n'arrive pas à se concentrer, c'est qu'on n'est pas dans l'instant présent. Donc, pour être concentré, il faut être dans l'instant présent. Donc, c'est le mindset. Donc, c'est l'état coach. Mais si vous vous forcez de concentrer et que vous n'êtes pas centré, ça ne marche pas. Ça, j'ai eu du temps à bien comprendre ce petit détail-là. C'est pour être concentré, il faut être centré. Et pour être centré, il faut être vraiment dans un état de présence et de poser une intention qui va focaliser votre attention. Et à partir de là, vous pouvez avoir votre cerveau qui va pouvoir être à votre service et non pas l'inverse. Alors là, ça me donne une idée de faire un autre webinaire. Alors, une chose, la 6e, j'ai des choses qui sont devant mon écran. Comme ça, on augmente la prise de conscience. Hein, on sait pourquoi on fait ça. Donc ça, c'est important. Hop, je remets là. À partir de là, on va pouvoir motiver, impliquer. Et pour ça, on va pouvoir donner de l'attention. Vous voyez, là, on va focaliser l'attention des gens vers quelque chose, vers un objectif, quelque chose. Donc l'énergie, l'intention va focaliser l'attention vers la tâche. Hop, attendez, vers la tâche. Donc c'est important. Et en retour, vous allez pouvoir donner de l'attention à la personne et à la tâche. Voilà, vous pouvez faire un retour grâce à des feedbacks. Voilà, donc on a ce phénomène de réciprocité. Ça, c'est important. À partir de là, les gens pourront s'engager à agir parce qu'il n'y aura pas de raison qu'ils ne s'engagent pas. Ils pourront tenir leurs engagements parce que engagé à agir, on se fixe des objectifs, on les marque et on met notamment avec un objectif SMART une temporalité. Et si les objectifs ne sont pas atteints, on voit ce qui se passe pour voir si la personne n'a peut-être pas tout le soutien, toute l'aide, tous les outils, tous les moyens. Et c'est ça le rôle du manager, c'est donner toutes les possibilités à ses collaborateurs pour qu'ils puissent agir. C'est pas de faire de son travail à la place. Et afin pour obtenir des résultats. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est mon modèle, que j'ai utilisé j'ai utilisé déjà mes expériences, mes pratiques, mes modèles. J'ai essayé de voir les modèles qui existaient déjà autre part, donc celle de Google. J'ai vu qu'on disait un petit peu la même chose. D'autres modèles que j'ai utilisés, avec notamment, j'utilise beaucoup la pyramide de 10, mais j'ai aussi utilisé des lectures avec le cercle d'or de Simon Sinek, l'imagining de Walt Disney, voilà, et tout est un petit peu dedans pour justement développer des outils et des outils, une manière, un modèle pour justement développer des équipes qui collaborent. Alors, soit en partant de zéro, soit des équipes qui existent. Donc, s'il y a des choses qui n'existent pas, vous reprenez le tableau, de toute façon, vous aurez le support, vous voyez où ça bloque, vous redescendez, vous refaites les fondamentaux et vous remontez. Il ne faut pas essayer d'avoir de résultats en mettant des objectifs. Vous essayez de voir où est le problème. Tiens, il y a un problème de confiance là. Ah, mais je vais redescendre en bas. Et voilà. De toute façon, il faudra redescendre en bas. Donc, vous pouvez déjà prendre le bas de mon tableau et monter, ça ira peut-être plus vite. Voilà. Alors, et tout ça, je l'ai mis dans la Masterbox du manager. C'est un programme que j'ai développé. Donc, dans la Masterbox du manager, il y a tous ces outils et la manière de les mettre en œuvre dans les organisations petites, moyennes, ou pour des consultants, des coachs qui veulent développer notamment la collaboration ou qui veulent faire des outils collaboratifs. Voilà. Parce que c'est pas parce qu'on a un outil, il y a l'art et la manière de le faire. C'est pas parce qu'on a la recette, par exemple, pour faire un forum ouvert ou un ProAction Café ou un Word Café. J'ai vu des Word Café qui étaient une catastrophe, alors que c'est un processus pour moi qui me paraît tout simple. Mais il y avait plein de choses que, notamment dans ce cadre que je vous ai mis, qui n'y étaient pas. Et je me suis aperçu que, en fin de compte, des choses qui me paraissent simples, c'est pas évident parce que c'est pas uniquement en ayant vu une fois une chose ou en ayant juste la recette, il y a tout le savoir-être derrière qui est important. Alors, celle-là, je l'aime beaucoup. C'est ma citation du webinaire. Au début du XXe siècle, on embauchait des mains.
À la fin du XXe siècle, on embauchait des têtes, donc on utilisait beaucoup l'intelligence collective, on sélectionnait beaucoup sur l'intelligence cognitive, on utilisait beaucoup les hard skills et on utilisait beaucoup les CV. Hein. Dans les CV, ça c'est facile à trouver ça. Hein. Voilà, donc on travaillait beaucoup les CV. Mais à la fin, au début du XXIe siècle, qu'on n'est pas encore à la fin, on embauche des cœurs, donc des gens qui ont de l'intelligence émotionnelle et intuitive, des capacités comportementales et relationnelles, et ce qu'on appelle les soft skills. Voilà. Tout ce que je vous ai dit là, eh ben, il y a beaucoup de soft skills. Développer la confiance, l'authenticité, ça c'est des soft skills. Et donc on embauche des personnes qui ont la capacité de collaborer efficacement. Et ouais. Et alors ça c'est le défi des équipes de demain, surtout avec la crise qu'on vient de passer. Parce que pour pouvoir redémarrer vite, la collaboration, ça va être la clé. Parce que si on n'est pas dans la collaboration, les organisations vont redémarrer tout doucement et va y avoir des stress, va y avoir de la méfiance, va y avoir pas mal de choses. Alors, pour aller plus loin, j'ai développé depuis le début d'année une formation en ligne à distance que j'ai appelé le management collaboratif, que j'ai testé justement au Maroc avec la banque que j'ai accompagnée. Il y a quelqu'un qui m'a donné justement, parce que j'aurais demandé ce qu'ils avaient besoin, et ils m'ont dit tu devrais faire des vidéos. Et j'ai dit tiens, c'est une bonne idée. Je devais le faire en plus, et donc ça m'a poussé à faire une formation à distance sur tous les outils. La Masterbox, en fin de compte, c'est ça. C'est une formation à distance qui a 7 modules, 21 vidéos pour l'instant. Il y a 3 heures de vidéo. C'est un module délivré par semaine, qui est vraiment une formation pas à pas, sur lequel il y a un soutien qui est inconditionnel pendant, alors je dis un an, mais parce qu'il faut bien que je mette une date, mais je pense qu'il est inconditionnel, je pense même pendant plusieurs années. À partir de la délivrance du premier module, il y a accès à une communauté. Cette formation-là, des 7 modules, alors ça ne représente que 3 heures de vidéo, mais en présentiel, il me faut 4 jours pour la réaliser. Donc c'est important parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a des exercices, il y a des choses comme ça. Il y a aussi la mise à jour des modules et des bonus gratuits parce que je sais que j'ai plein de bonus à mettre. Voilà, j'ai des bonus à mettre. Je sais que j'ai des vidéos en plus que je vais mettre et qui seront gratuits. Voilà. J'ai aussi une garantie 15 jours satisfait ou remboursé, c'est-à-dire que vous prenez le premier module, si ça vous intéresse pas, vous me le dites, je vous rembourse. Voilà, c'est aussi la manière de tester sans engagement quelque part. Et il y aura la possibilité de paiement 3 fois sans frais. Voilà. Et elle est à 577 euros TTC. Il y avait une remise pendant le confinement qui n'existe plus, il faudra peut-être que je l'enlève. Vous pouvez avoir le programme ici en cliquant. Voilà. Et si vous voulez commander cette formation, maintenant, il y a même un paiement en ligne qui est tout nouveau, qui est de cette semaine. Voilà, vous pouvez même régler en carte bleue. Voilà, avec un paiement sécurisé. Donc vous avez le programme détaillé hein, des 7 modules, des 21 vidéos. Donc il y a pas mal de choses et notamment la dernière vidéo, elle est faite sur les réunions collaboratives. Donc il y a pas mal de choses avant d'arriver dans les réunions collaboratives. Donc, c'est un programme d'intelligence collective appliqué au métier du management. Vous pouvez revoir tous mes replays. Alors, j'avais fait plein de choses que j'avais jamais enregistrées et je me suis dit maintenant, c'est nouveau. Ben, je vais tout enregistrer et je vais mettre tous mes replays. Alors, j'ai deux grands axes. J'ai le management et l'entrepreneur, mais il y a des choses qui peuvent servir à l'un et à l'autre. Donc, par exemple, la communication commerciale de l'entrepreneur. Après, j'ai la communication efficace du manager. Après, j'ai le pitch. Alors ça, c'était très, très intéressant. J'ai stress, menace ou opportunité. Alors celui-là aussi, il a un petit peu surpris. Voilà. Donc à chaque fois, il y a des numéros. Hein. Vous voyez, numéro 41, 42, 43. Là, il y a aligner son projet professionnel. Donc ça, c'était l'avant-dernier. Et le facteur de réussite, j'ai déjà préparé la vignette. Donc d'ici quelques jours, ce webinaire-là va être à disposition sur ma chaîne YouTube. Cliquez, testez, posez vos questions, mettez des likes. Moi, ça me permettra et ça m'encouragera de continuer ceci que j'ai commencé depuis ma chaîne YouTube depuis le début de l'année, mais les webinaires, ça fait maintenant 4 ans maintenant que j'en fais. Je vais être à plus de 200, donc mais maintenant je veux vraiment en faire
une ressource. Voilà. Quoi d'autre? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que j'ai 4 vidéos totalement gratuites encore quelques temps, parce que d'ici quelques temps, ben, elles ne seront pas forcément d'accès libre. Donc je vous l'offre encore. Sur la première, c'était une de mes anciennes spécialités, c'était tout ce qui était la communication, les bases de la communication, évidemment des choses qu'Hippocrate avait observées il y a 2500 ans. Et après, il y a toute l'approche de Carl Gustav Jung, où j'ai été formé pendant 2 ans. J'ai eu, je sais pas, des centaines d'heures de formation, avec notamment les couleurs. Donc là, il y a des choses qui sont sur la communication interpersonnelle, euh, notamment. Et après, j'ai développé une vidéo sur le management comportemental et les stratégies de vente, donc la vente comportementale. Voilà. Donc des choses très importantes dans la communication. Ces 4 vidéos, c'est 2 heures de vidéo en tout, c'est 1 heure de travail. C'est pas 1 heure, c'est 1 mois de travail continuel, alors que je connaissais bien mon métier pour réaliser tout ça. Donc vous avez le lien, vous aurez le lien et vous pourrez les regarder et les partager. Voilà, profitez-en parce que d'ici, je pense septembre, tout ne sera plus en libre accès. Donc ceux qui auront les liens, eh bien, ils pourront l'avoir. Les autres, ils ne l'auront plus. Voilà. Alors en complément, je vous ai dit le mindset, chose très importante, c'est l'état d'esprit. Donc l'état d'esprit, j'ai fait aussi quelque chose sur l'état coach et l'état crash. J'en parle beaucoup et j'ai fait un article il y a peu de temps. J'aurais dû le faire il y a au moins 5 ans et je ne l'ai pas fait. Ça me paraissait tellement évident qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit mais t'as pas un article là-dessus? Et j'ai dit mais tu as raison, je vais en faire un. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est sur les réseaux. Vous avez juste à cliquer si ça vous intéresse. Une chose, c'est prendre soin des interactions que je vous ai parlé. J'ai fait un article, c'est celui qui marche le mieux aujourd'hui, qui est le plus visité, le collectif Oui mais en commençant par prendre soin des interactions. C'est un article qui a très bien vu. Vous avez parlé aussi de l'authenticité, et je parle moi de l'authenticité, de la bienveillance sans complaisance. Un petit détail, une petite nuance, et notamment pour être vraiment dans la sécurité psychologique. Voilà, il y a un petit détail. Je vous laisse le découvrir. Une conférence au niveau de l'agilité et de l'intelligence collective. Je vous ai pas tout mis, hein, vous pourrez voir tout. Je vous ai mis en fin de compte les choses un petit peu en lien avec ce webinaire. La base documentaire, pourquoi il ne faut pas traiter une crise comme une panne. Voilà. Comment réussir sa transition professionnelle, ça je vous l'ai mis. Einstein et le groupe de Mastermind, comment lui, il a aussi réussi à créer grâce à une équipe collaborative. C'est comme ça qu'il a trouvé la loi de la théorie de la relativité. C'est quand même intéressant. Alors, ça s'appelait pas un groupe de mastermind, mais c'est très rapprochant. Je vous laisse découvrir. Voilà. Et avant de finir, juste une petite chose, c'est que moi, j'ai aussi besoin de vous qui regardez mes webinaires et de temps en temps de me dire vous m'envoyez un petit mail sur qu'est-ce que vous avez aimé sur ce webinaire et comment je peux l'améliorer. Bientôt, je vais vous envoyer toute une liste de sujets et comme ça, je vais faire une petite étude, juste à voter. Alors, je ne sais pas, ce sera les 3 premiers. Ou, voilà, je ne sais pas comment je vais faire mon enquête, parce que j'ai envie de faire quelque chose d'innovant pour mon enquête, que vous pourrez même réutiliser pour vous dans vos organisations quand vous faites des enquêtes, pour pouvoir un petit peu voir les sujets qui vous intéressent et que je mette en avant les sujets qui sont le plus demandés. Vous avez l'agenda pour retrouver tous mes articles, alors enfin tous mes prochains événements. Vous avez juste à cliquer. Alors la photo n'est peut-être pas à jour, mais sur mon site, c'est à jour. Et notamment pour Alice, il faudra qu'on se retéléphone, car cette année, je vais faire la formation de facilitateur en intelligence collective sur Sophia. Donc, je t'avais proposé quelque chose qui est toujours valable. Donc, si tu es disponible le 13, 14, 15, 13, 14, 15 octobre, réserve les dates et le 26, 27, 28 janvier 2021 et voire même le 16 octobre, mais on en reparlera en off. Je devais t'en parler, mais là, ça se précise. Voilà. Donc, on en reparlera tranquillement. Voilà. OK. Parce que je promets les choses, mais je tiens mes promesses. Ça s'est pas fait dernière, mais ça,
c'est bien parti pour cette année. Voilà. Alors, et vous avez, pour les gens qui ne me connaissent pas, mes liens, mon téléphone, mon mail. Si vous avez des questions qui vous apparaissent ce soir, demain et tout, vous pouvez toujours me contacter. Alors, j'ai d'habitude une question slide question. Il nous reste quelques minutes. Quelles sont vos questions ou qu'est-ce que votre ressenti je sais pas, quelque chose que vous avez envie de partager, une question, un témoignage, quelque chose que j'ai oublié, je sais pas. On a encore quelques minutes pour le faire. N'hésitez pas. Ou peut-être que j'ai été très clair. Il nous reste vraiment 4 minutes. Et le timing est bon. Peut-être un mot pour. Pour moi, c'était très clair. Je vous remercie. C'était très intéressant. Merci et à très bientôt. Voilà. Donc, vous aurez bientôt, avant la fin de la semaine, je pense, le replay. Donc, à partir de là, vous pourrez le revoir et le repartager à Square. Donc, s'il n'y a plus de questions, de retour, je regarde. Non, merci tout le monde. OK. Merci Eric. Eh ben, je vous dis à très bientôt et je vous enverrai le support rapidement et vous aurez bientôt l'accès au replay. Voilà. Au revoir, à bientôt pour un prochain webinaire. Bye.